abonnez-vous. Et bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? On est comme d'habitude, il est 10 heures pile, il n'y a pas de problème technique, c'est extraordinaire. On est toujours en direct de la rédaction des bureaux de Mediapart pour l'émission Abonnez-vous Matin, aussi connue par les initiés sous le nom de Mediapartinal. Depuis le début de cette année, on fait une série sur les municipales dans différentes villes, différentes régions. On a pu faire Marseille, l'Île-de-France, Strasbourg. Aujourd'hui, on se rend à Lyon et à sa région de Lyon. On va aussi parler de la métropole, évidemment. On va continuer à essayer de décortiquer les enjeux, de présenter les différents candidats, les forces en présence, le risque éventuel de l'extrême droite. Voilà, on va parler de plein de choses avec mon invité aujourd'hui qui est là, qui nous attend. C'est Mathieu Péris. Salut Mathieu. Bonjour, Et alors, bonjour à tous. dites-moi dans le chat si vous entendez correctement, si le son est bon, si je dois faire des petits réglages. En tout cas, je te présente Mathieu. Donc, tu es journaliste indépendant. Là, tu es en tant que journaliste à Médiacité Lyon avec nous. Tu es également membre du collectif de journalistes We Report. On te connaît parce que tu as sorti en 2017 avec Daphné Gastaldi et Mathieu Martinière une enquête sur le système de protection des pédocriminels dans l'Église. Et tu as signé en 2023 une enquête sur la privatisation des crèches avec Daphné Gastaldi toujours. Et peut-être certains se souviennent, tu étais venu en parler aussi sur ma chaîne de cette enquête. Mais en ce moment, l'actualité qui nous occupe aujourd'hui, ce sont donc bien les municipales à Lyon, troisième commune la plus peuplée de France avec près de 520 000 habitants, peut-être bientôt quatrième avec Toulouse, on ne sait pas, c'est une autre discussion. Deuxième agglomération en tout cas du pays et capitale d'une métropole de 1,5 million d'habitants. Je pense qu'on peut dire sans trop de soucis que Lyon, c'est la plus grosse prise des écologistes lors du municipal de 2020, puisqu'ils contrôlent la mairie, mais aussi la métropole. Et c'est déjà une rupture historique avec le centrisme lyonnais. Hein, Mathieu, c'est quelque chose d'assez étonnant dans l'histoire politique de la ville. Oui, bah c'est sûr que l'arrivée des écologistes en 2020 a mis fin à une longue tradition lyonnaise qu'on peut faire remonter jusqu'à Édouard Herriot, hein, qui a été maire pendant plusieurs décennies. Puis ensuite, on a eu voilà Raymond Barre, Michel Noir, qui étaient plutôt voilà des centres droits. Et puis ensuite Gérard Collomb entre 2001 et 2020. Et on était toujours un peu dans cette approche, voilà, plutôt au centre, plutôt aussi une politique de notable. Hmm. Voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arrivée de Grégory Doucet à la ville et de Bruno Bernard à la métropole a quand même considérablement rompu cette tradition-là. Oui, puis même Gérard Collomb qui était au PS, mais on voit son évolution politique, il a toujours été assez centriste par ailleurs, mais ça a été aussi un des premiers à rallier Emmanuel Macron en 2017. On a parlé de Lyon comme laboratoire du macronisme à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un virage à gauche qui était assez surprenant et d'ailleurs qui a été très très mal reçu par les notables dont tu parlais de la ville. Ouais, ouais. Alors, surprenant, le virage à gauche, on l'a vu arriver quand même quelque Mm. part parce que euh, il y a une évolution sociologique en fait hein, de la ville de Lyon, mais comme de beaucoup de grosses agglomérations, avec un électorat qui s'est quand même considérablement déplacé vers la gauche au fur et à mesure des années. Ce qui a été étonnant, enfin, ce qu'il y a, c'est que l'élection de 2020, faut quand même la remettre dans son contexte, qui est un contexte de Covid, avec une participation assez faible, ce qui a aussi favorisé quelque part l'émergence de nouvelles têtes. Et puis, en fait, Gérard Collomb, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Lyon comme ville laboratoire du macronisme. Bon, si on résume à grands traits, en fait, c'est l'idée que c'est d'abord dans les partenariats publics-privés qu'on va pouvoir faire de l'aménagement dans nos villes. C'est aussi l'idée du rayonnement qui va générer de l'attractivité, qui va générer de la croissance économique et qui va ensuite ruisseler sur l'ensemble du territoire. Là, je résume vraiment un très grand trait, mais c'était un petit peu ça. Et c'est en ça que ça a été un peu un laboratoire du macronisme. Et forcément, en 2020, le macronisme était déjà quand même un peu écorné par 3 ans d'exercice. Gérard Collomb avait fait un aller-retour au ministère de l'Intérieur, où il avait quand même beaucoup modifié son image, beaucoup droitisé aussi son image. Hein. On se souvient voilà,
ses propos et de ses prises de position sur l'immigration notamment. Donc forcément, tout ça avait pesé aussi en Oui, puis 2020. son départ même avait conduit à des divisions dans son camp aussi, à Gérard Collomb, qui tenait un peu tout d'une main de fer, et finalement, les gens se sont un petit peu autonomisés quand il est parti à Paris. Exactement, exactement. Avec en plus à l'époque des petites trahisons internes au PS ou dans le camp centriste. On va pas revenir dessus, mais et c'est vrai que comme tu le disais, dès le début, l'arrivée des écologistes a donné lieu à de fortes résistances. Au moins verbales en tout cas, parce que qui dit rupture dans la politique dit aussi du coup contre-coup, réaction importante. C'est-à-dire que forcément, quand on s'inscrit pas dans la succession de ce qui a été fait avant, il y a un retour de bâton potentiel. Et ça a été assez marqué tout de suite en fait à Lyon, comme dans d'autres villes écologistes, mais particulièrement à Lyon. Au départ, ça s'est passé par des polémiques assez nombreuses sur des événements, j'allais dire, un peu anecdotiques ou Mm. des choses un peu secondaires de la politique publique locale. Dès le début du mandat, il y avait eu une polémique sur les propos de Grégory Doucet sur le Tour de France, qui avait estimé que le Tour de France était C'était polluant. Ouais. de mémoire machiste et polluant, Mm, mm. voilà. Ce qui peut être tout à fait légitime comme critique, mais voilà, ça avait tout immédiatement été interprété comme les écologistes refusent les grands événements qui font rayonner notre territoire, etc. Et en fait, un peu tout le mandat a été parsemé de ces polémiques-là, qui étaient très souvent montées aussi en épingle par par les oppositions, par l'opposition de droite essentiellement, sous l'angle de en gros, les écologistes seraient dans l'idéologie, ce qu'on peut pas complètement nier en fait. Forcément, il y a une idéologie, mais parce que c'est le propre d'un choix et d'un parti politique. Oui, puis d'un Euh, dirigeant politique d'une grande ville, de toute façon, c'est compliqué de faire sans. Ouais. Voilà, mais l'accusation qui a été récurrente, la petite musique qu'on a entendue tout le long, c'est ils sont déconnectés du terrain, ils parlent à une poignée de bobos du centre-ville et ils s'intéressent à des on va dire à des champs de la politique locale qui peuvent être tournés en ridicule, etc. Mm, mm. Enfin voilà, et tout le long de ce mandat, il y a eu ce genre de pique permanente, ce qui n'est pas à sous-estimer quand même dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que, mine de rien, ces polémiques-là, elles s'accumulent, elles sont reprises très régulièrement par la presse locale et la presse nationale, elles mettent dans la tête un peu aussi d'une partie des habitants que il y a peut-être un fond de vérité dans ces critiques. C'est intéressant que tu évoques ça, notamment la presse locale, parce qu'il y a une question dans le chat, on peut la poser maintenant, c'est la question du paysage médiatique lyonnais, qui est quand même assez dense, je trouve. Il y a quand même beaucoup de presse à Lyon, de presse locale, mais il y a également de la presse de droite et d'extrême droite, et de la presse qui a aussi participé à ce backlash contre les écolos. Je pense notamment au magazine Lyon People, sur lequel Mediacité vous avez Ouais, enquêté. Il y a aussi une ouais. offensive, tu qualifierais ça d'offensive médiatique aussi contre les écolos, ou pas totalement? En tout cas, il y a des médias, typiquement Lyon People, qui se sont découverts médias d'opposition à l'arrivée des écologistes. C'est-à-dire que Lyon People, pour ceux qui connaissent pas, c'est un magazine qui, comme son nom l'indique au départ, couvre plutôt la vie mondaine lyonnaise. C'est un peu le Si, Who's lyonnais. S'il y a des soirées de vernissage, vous avez 540 photos de tous les participants sur leur site. Voilà, exactement. Ce qui est d'ailleurs très pratique quand on fait des enquêtes parce qu'on peut établir comme ça des liens entre qui connaît qui. Mais Lyon People jusqu'à présent, c'est un journal plutôt pas très politisé, on va dire. Même si nous, c'est ce qu'on a montré dans nos enquêtes, c'est que son patron, son créateur, a été un militant d'extrême droite, a manifestement des, euh, des appétences personnelles pour la droite assez radicale. Mais bon, jusqu'à présent, ils n'étaient pas sur une ligne politique dans leur couverture locale. Et en fait, à l'arrivée des écologistes, euh, ils ont tapé non-stop sur les exécutifs locaux. Mais Lyon People, c'est un peu c'est un peu la caricature, mais quand même, disons que c'est bankable pour beaucoup de médias
que ce soit Le Progrès, que ce soit d'autres, que ce soit même des chaînes de télé, même nationales, hein, de relayer ce genre de polémique parce que ça fait de l'audience, ça suscite de l'engagement du public, des réactions. Enfin, et on sait bien comment fonctionnent voilà les algorithmes des réseaux sociaux. Hein, c'est plus c'est clivant et plus ça c'est visible. Et donc on est rentré un peu dans cette logique-là aussi parfois. Alors par contre, c'est vrai qu'il faut relativiser, c'est qu'à Lyon, on a quand même une presse qui est particulièrement variée et qui est particulièrement dynamique. Alors je dis pas que toute la presse lyonnaise se porte bien, mais on n'est pas dans une situation de monopole comme on peut le voir dans d'autres villes où en gros vous avez le gros média de presse quotidienne régionale. Ici chez nous c'est Le Progrès. Ailleurs ça peut être voilà la Dépêche du Midi, etc. Euh, Là nous on a ce journal-là, mais on a aussi tout un tas de magazines. On a plusieurs sites indépendants. On a Médiacité, mais on a aussi Rue 89 par exemple Lyon. Euh, et donc, je dirais que quand même la qualité de la couverture médiatique est assez intéressante ici. Ce qui n'empêche pas forcément que tout le travail de décryptage un peu fin, de rationalisation un peu que nous on peut essayer de faire, pas toujours très visible, quoi. Tu le disais tout à l'heure, cette espèce de backlash un peu anti-écolo, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs villes. On recevait il y a quelques semaines ici rue 89 Strasbourg, et il nous parlait également de polémiques construites autour des écolos, mais on peut aussi penser à Bordeaux, où il y a eu une polémique sur le sapin de Noël, enfin toujours un petit peu dans le même genre, mais Oui. là, la particularité peut-être à Lyon, c'est que tout ce discours anti-écolo, il s'est incarné dans, j'ai l'impression, quasiment un seul autre candidat, qui est Jean-Michel Aulas, qui a émergé, qui est donc l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, qui a été président pendant plusieurs décennies, qui est un candidat multimillionnaire, qui a réussi à rallier derrière sa candidature tous les partis de droite, hein, LR, Horizon, Ensemble, le Modem, etc., et qui est aujourd'hui considéré comme ultra favori dans les sondages. Toi qui observes cette politique lyonnaise, comment tu as vu émerger cette candidature Aulas? Est-ce que ça a été une surprise? Est-ce que c'était quelque chose de prévu? Comment tu analyses ça? Alors, ça a été quand même un peu une surprise au départ parce que en fait, bah, très concrètement, sa candidature, elle a émergé au départ par des petits tweets. Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui utilise Twitter, enfin X, de longue date, hein, quand il était patron de l'Olympique Lyonnais, pour voilà faire passer tous ces messages contre la fédération, l'arbitrage, tel club. Bon, c'est pas nouveau ça. Et en fait, à un moment donné, fin 2024, début 2025, voilà, il s'est mis à faire plusieurs posts assez critiques, essentiellement sous l'angle des embouteillages. En fait, c'était Hmm. ça c'est là-dessus il a fait un peu irruption dans la vie politique locale, en disant voilà, c'est un scandale, je suis dans ma voiture, ça n'avance pas. En gros, c'était un petit peu ça. Hmm. Et puis ensuite, ça a été des petites phrases. Et en fait, à un moment donné, je crois que c'était en février 25, donc il y a un an tout juste, hein, il lâche une petite phrase au Figaro, il me semble, qui l'interroge en disant mais du coup, vous critiquez la politique locale, est-ce que vous songez à vous présenter et il répond un truc du genre oui, bien sûr, j'y pense. Voilà. Et ça a lancé la machine en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le jeu de Jean-Michel Aulas a été de rendre incontournable sa candidature et d'obliger quelque part tous les autres partis de droite et macronistes à se rallier à lui, ce qu'ils ont fait les uns après les autres jusqu'à ce qu'à l'automne dernier soit scellée l'alliance avec les Républicains, Hmm. euh, parrainé par Laurent Wauquiez, hein, qui était physiquement présent pour entériner cette alliance. Euh, et en fait, il y a eu un jeu un peu de soit vous y allez chacun de votre côté, les macronistes de leur côté, les républicains de leur côté, parce qu'évidemment les républicains avaient plusieurs opposants majeurs à Grégory Doucet et à Bruno Bernard qui étaient largement pressentis pour, pour, pour faire campagne. Bruno Bernard, qui est Euh, président de la métropole de Lyon, hein, je qui est le précise. président de la métropole de Lyon. Ouais. On reviendra d'ailleurs après, hein, je pense, Ouais. sur l'importance de la métropole. Euh, et en fait, petit à petit, il y a eu, par le jeu des sondages,
et par le jeu de sa simple notoriété en fait. Hein. C'est-à-dire que la moindre déclaration de Jean-Michel Aulas a déclenché tellement de couverture médiatique, de réactions. Tout le monde a dû se positionner un peu par rapport à lui. Et si bien qu'à un moment donné, les autres partis de droite ont été obligés quelque part de jouer le jeu parce que sinon, ils allaient être effacés en fait, tout simplement. Hmm. Ils risquaient, si les Républicains se présentent tout seuls, avec un déficit de notoriété important, parce que bon, opposants les plus connus, voilà, c'est le maire du deuxième arrondissement de Lyon. Bon, il y a pas grand monde non plus qui l'identifie vraiment. Bah, ils allaient peut-être faire leurs 10% et puis ils allaient être un peu rayés de la carte, quoi. Hmm. Euh, et tout ça, en fait, avec un, un fond programmatique qui est resté flou très longtemps et qui l'est encore dans une certaine mesure aujourd'hui. La stratégie, c'était juste de dire on ne veut plus des écologistes à Lyon. Tous ceux qui sont d'accord avec cette affirmation et qui ne sont pas d'extrême droite, voilà, il y a quand même cette limite-là, euh, peuvent nous rejoindre quelque part avec une sorte de grande coalition, mais qui n'a finalement pas vraiment d'autres projets que de revenir à la situation antérieure en fait. Hmm. Ouais. Un discours très anti-travaux, anti-vélo, ce genre de choses, Voilà. avec son Bah, fameux tunnel sous Lyon, par exemple, ce genre de propositions un peu ouais. choc. Bah, en fait, les premiers angles d'attaque, on va dire, ont été développés, c'est les embouteillages qui sont liés, voilà, effectivement, à la multiplication de travaux importants. Hein. C'est incontestable qu'il y a eu une vague de travaux massifs dans la ville de Lyon qui, oui, ont causé un certain nombre de désagréments. Ça, c'est pas, pas quelque chose qu'on peut nier. En revanche, voilà, pourquoi on fait ces travaux, à quoi ils servent, pour quels aménagements, et surtout quelle vision à long terme de la politique de la ville on souhaite, bah ça rentrait moins en débat. Il y a eu aussi l'angle sur les commerçants, alors qui est un peu lié, hein, parce qu'en fait, beaucoup de travaux sont là aussi pour aménager bah, soit des pistes cyclables, soit des zones plus piétonnes, limiter la place de la voiture. Il y a quand même un gros axe de la politique écologiste là-dessus. Et la petite musique qui a été montée, c'est tout ça nuirait aux commerçants, notamment du centre-ville, qui effectivement, pour certains, sont en mauvaise situation économique. Mais en fait, quand on regarde un petit peu les tendances longues, les études disponibles sur ces sujets, on peut pas dire que c'est les travaux ou les embouteillages ou la piétonisation qui nuit à leur chiffre d'affaires. C'est plutôt des phénomènes de longue traîne liés au e-commerce, liés je sais pas, voilà, le prêt-à-porter se porte pas bien en France de toute façon, Oui, et c'est comme donc oui, il y a des magasins qui ferment en centre-ville, mais c'est pas forcément de la faute des écologistes. j'ai vu un reportage, justement, quelqu'un qui vendait qui faisait du modélisme et qui se plaignait en disant que c'était à cause des écolos, mais en fait, justement, les gens disaient, mais ce magasin, il est très vieux, il n'a pas été refait, et en plus, on sait que, C'est ça. d'après les études, la plupart des gens dans les grandes villes vont faire leurs courses à pied ou en transport en commun de toute façon, et qu'il y a un peu une illusion de commerçants qui, eux, viennent en voiture au travail, qui pensent que tout le monde fait comme eux, quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal dans les centres urbains. Ouais, ouais, exactement. Et en fait, c'est un peu tout le. Bon, après, c'est le jeu de toutes les oppositions, j'ai envie de dire, dans n'importe quelle ville. Et les oppositions de gauche dans des villes gouvernées par la droite ont aussi cette tendance à forcer le trait, à prendre un exemple et à le monter en généralité pour en faire le symbole d'un dysfonctionnement plus large. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas des processus qui sont complètement inédit. Moi, mon impression, mais là, je vais plus donner un avis personnel, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un niveau de mauvaise foi assez important quand même dans le débat public local depuis plusieurs années. Euh, mais bon, voilà, disons qu'en tout cas, c'est là-dessus qu'a joué la mécanique. Et puis, par ailleurs, il y a quand même une divergence profonde, pour le coup idéologique, mais qui est tout à fait classique, en fait, entre la gauche et la droite, hein, pour résumer, entre une approche assez libérale, en fait, même très libérale, de Jean-Michel Aulas, qui prône avant tout une sorte de dérégulation, en fait, enfin, ou en tout cas de limitation de l'intervention publique dans la ville,
pour laisser faire le marché et quelque part le laisser faire un peu sur tout, c'est-à-dire sur le logement, sur voilà les aménagements urbains, etc. Et puis bah, de l'autre côté, une vision plus assez traditionnelle en fait à gauche, hein, qui est celle d'un pouvoir, une intervention publique forte et assez contraignante parce que ça correspond à leur idée de l'intérêt général. Et en fait, faut pas, voilà, il y a ce qui relève de la communication et voilà, de ce qu'on met en avant sur les réseaux sociaux parce qu'on se dit que ça va engager des électeurs, ça va susciter des réactions. Et puis il y a quand même un clivage qui est réel, qui est de fond sur la manière de concevoir l'action publique à l'échelle d'une collectivité, quoi. Alors, on a un peu l'impression, en regardant de loin le débat, les municipales à Lyon, qui est un peu en effet, rouleau compresseur de Aulas, qui est présenté comme ultra favori, qui monopolise un peu tout le débat. Mais à côté de ça, les écolos sont quand même les sortants. Comment eux, ils défendent leur bilan? Qu'est-ce qu'ils présentent comme réussite? Sur quel axe eux, ils jouent pour essayer de contrer un petit peu cet effet Jean-Michel Aulas? Ouais. Alors, bah, nous à Médiacité, on a fait un gros bilan justement des mandats parce que nous on considère un peu que en fait le mandat de la métropole et le mandat de la ville de Lyon sont plus ou moins un seul et même mandat. D'ailleurs, ils avaient un programme en fait commun Mmh. avec voilà, chacun agit dans son champ de compétences, mais il y a une vraie cohérence entre les deux. Euh, Ce qu'on peut dire déjà, c'est que quand même ils ont pas tenu toutes leurs promesses évidemment parce qu'il y avait par exemple parfois des objectifs chiffrés qu'ils n'ont pas atteints. Par exemple, ils promettaient au départ de créer 450 kilomètres de ce qu'on appelle ici les voies lyonnaises. Les voies lyonnaises, c'est des autoroutes à vélo, pour faire Mmh. simple, qui maillent tout le territoire, est-ouest, nord-sud, etc. Euh, Ils en ont fait finalement sur les 450 kilomètres, ils en ont fait 180. Oui. Alors on peut dire bon bah ils n'ont pas tenu promesse, n'empêche qu'ils ont quand même fait 180 kilomètres de ces voies cyclables majeures. Ils ont la végétalisation par exemple a été un axe très important qui a été en très grande partie tenu. Alors après c'est toujours pareil, est-ce que les objectifs de départ étaient réalistes? Est-ce que ils ont dû affiner des choses en cours de mandat? Oui, c'est ça c'est évident. Euh, mais on a vu quand même ce prisme de végétaliser partout où c'était possible, y compris parfois sur des petites zones, et ça leur a été reproché. Jean-Michel Aulas, par exemple, lui, plaide plutôt pour voilà, des très gros parcs, mais concentrés à un endroit là où les écologistes sont plus sur une approche un peu plus diffuse. Euh, Toute leur politique en termes de logement, là, ça a été plus compliqué pour eux. Alors là, c'est vraiment, ça relève beaucoup plus de la métropole que de la ville, hein. Mmh. Les écologistes voulaient, par exemple, arriver en fin de mandat à un rythme de 6 000 nouveaux logements sociaux par an produits. Ils en sont finalement que à 4 500. Donc là, on voit bien que il y a eu des difficultés pour atteindre leur objectif, même si ça a progressé par rapport à 2020. Donc c'est un peu tout. C'est pour ça nous on a titré d'ailleurs le gros bilan qu'on a fait, on a appelé ça la rupture inachevée des écologistes. C'est-à-dire qu'il y a eu une rupture, mais évidemment le temps d'un mandat en 6 ans ne permet pas Mmh mh. de parachever complètement cette rupture-là. Donc mais leur bilan, il est défendable. Je peux pas dire qu'il soit parfait et je peux pas dire qu'il y aurait pas eu d'autres politiques à mettre en place. Mais en tout cas, ils ont fait à peu près ce pourquoi ils avaient été élus. Et c'est bien ce qu'on leur reproche, en quelque sorte, ce que leur reproche la droite. Mmh. Donc voilà. Et je sais plus quelle était ton autre question. Non, mais c'était un peu, c'était l'idée, c'était plutôt eux maintenant pour cette campagne, sur quoi ils se basent pour contrer, voilà, est-ce ils veulent aller plus loin? Est-ce qu'ils disent: «On va juste terminer, Ouais, ce qu'on a commencé?» C'est quoi un peu la stratégie qui est développée? Et puis, sachant aussi qu'il ouais. y a moins d'incarnation, personnelle, hein, du côté de Doucet que de Aulas, qui est comme une espèce tu le disais, une espèce de popularité juste par le fait d'être là, comment Ouais. on affronte ça, quoi? Encore que ça a un petit peu changé, alors surtout en ce qui concerne Grégory Doucet, Mmh. il joue un peu plus la carte maintenant de voilà de la personne Grégory Doucet. Mais bon, ce qui est un peu normal quand on est maire sortant, quoi, d'être plus incarné. Là où en 2020, voilà, on votait pour les écologistes, quoi, Mmh. pour une équipe quasiment, c'était pas très très
résumé à une personne. Et leur stratégie, ce que les écologistes, eux, essayent de faire, c'est de dire, justement, laissez-nous, en fait, finir, poursuivre ce qu'on a commencé. Ce qu'on voit dans leur programme, c'est qu'ils ont des objectifs peut-être moins, je ne vais pas dire moins ambitieux, mais euh, Plus réaliste. qui sont, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des objectifs qui sont plus réalistes dans le sens où, comme il y a déjà plein de choses qui sont lancées, ils sont beaucoup plus certains de les mener à bien, quoi. Mmh. Je prends un exemple. À la ville de Lyon, il y avait un objectif de création de 500 places en crèche Mmh. supplémentaires. Parce que c'est un vrai sujet, voilà, un manque de place dans la petite enfance. Cet objectif n'a pas été tout à fait atteint. On doit être, je crois, autour de 350 places créées pendant le mandat. Mais en fait, quand on regarde ce qui est programmé et ce qui va arriver en 2027, 2028, 2029, il y a au moins déjà peut-être 300 places qui sont dans les tuyaux. Et donc, si les écologistes, alors j'ai plus le chiffre de leur programme, mais ils promettent quelque chose comme 300 ou 400 ou 500 places, en fait, ils savent qu'il y a déjà plus de la moitié qui sera réalisé quoi qu'il arrive, en fait. Mmh. Euh, donc c'est en ça que ils jouent cette carte de la continuité, ce qui est bien normal, hein, comme ils sont sortants. Euh, Par contre, ils ont peut-être un petit peu moins, comment dire, ils ont moins cette culture de proposer le méga projet qui va vraiment polariser un peu le débat. Là où Jean-Michel Aulas a en janvier, là, dès la rentrée des vacances de Noël, a dégainé son projet de méga tunnel sous Fourvière et sous le Rhône et la Saône d'ailleurs, pour désengorger le centre-ville. Donc il y a un espèce de voilà de projet gigantesque qui coûterait au moins 2 milliards d'euros, mais probablement plus, euh, que beaucoup d'observateurs estiment en fait un peu inutile parce qu'il ne réglerait pas le problème de trafic qui se rend dans la ville de Lyon, qui prendrait pas ce tunnel. Ce tunnel, il servirait juste à évacuer ceux qui sont juste en transit. Euh, mais l'avantage de ce genre d'annonce, c'est que évidemment, tout le monde en On en parle. parle, ouais. Enfin, Mmh. à un moment donné, ça suscite tellement de bruit que ça positionne Jean-Michel Aulas au centre du jeu politique en disant ah mais t'as vu le tunnel d'Aulas, est-ce que t'es contre, est-ce que t'es pour quoi. Les écologistes ont un petit peu moins cette patte-là. Ils défendent certains gros projets, hein, notamment tout un projet sur les quais du Rhône. Euh, à Lyon, il y avait les quais, la rive gauche du Rhône qui a été aménagée essentiellement sous le mandat de Gérard Collomb, avec plutôt réussite. Les écologistes proposent de faire à peu près la même chose, mais de l'autre côté. Euh, Ça, c'est un gros projet, mais ça a moins euh, D'impact, dans le débat, d'impact. ouais. On a l'impression que c'est quelque chose qu'on connaît déjà, quoi. Voilà. Mmh mh. Euh, mais c'est aussi peut-être plus réaliste et voilà, ça répond peut-être plus à des besoins concrets, quoi. Mmh mh. L'autre événement, qui a eu un impact sur le débat public depuis, là, plusieurs semaines, c'est évidemment la mort de Quentin Derenque dans une rixe, le militant, fasciste, dans une rixe avec, des groupes antifa, qui a été tué. Est-ce qu'il y a eu j'ai vu, Laurent Wauquiez qui a choisi d'afficher son portrait sur l'hôtel de région qui est basé à Lyon et Jean-Michel Aulas qui a demandé à Grégory Doucet d'afficher son portrait sur la mairie de Lyon. Est-ce que cet événement-là a eu un impact sur la campagne et comment ça a été, repris par les différents candidats? Ouais, ça a eu un impact évident puisque déjà ça a un peu suspendu un petit moment, quelques jours, hein, la campagne. Euh, Ensuite, tout le monde a dû se positionner, bien sûr, sur ce sujet. Euh, Jean-Michel Aulas, il a eu une stratégie de dire je ne veux pas récupérer cette affaire, mais et tout est dans le mais en fait, il l'a fait quand même, parce que quand il était interviewé, par exemple, sur France Inter, quelques jours hein, après le décès de Quentin de Ranc, euh, il sort une phrase du genre euh, il n'y avait pas de caméra de surveillance à l'endroit où les faits se sont passés. Et d'ailleurs, les écologistes, pendant tout leur mandat, ont freiné des quatre fers Mmh. sur le sujet des caméras de vidéosurveillance. Donc, ce qui est quand même assez clairement une récupération politique du sujet. Voilà, de rattacher un drame de cette nature à des propositions de campagne
qui sont en plus très opposés sur le sujet de la surveillance, c'est évidemment une récupération politique. Quand Jean-Michel Aulas dit à Grégory Doucet, euh, bah, demande à ce qu'on affiche le portrait de Quentin Derenque sur l'hôtel de ville, euh, il s'attend bien sûr à ce que ça soit refusé et à ce que ça puisse devenir un argument pour dénoncer ce qui serait une supposée connivence entre la mairie écologiste et euh, la jeune garde, donc le mouvement Antifa lyonnais. Mais voilà, on voit bien que c'est pas sur une base très factuelle, parce qu'en fait, bien sûr, oui, la mairie de Lyon euh, était pas opposée frontalement aux actions de la jeune garde. Oui, la mairie de Lyon a essayé quand même de développer une ligne sur la présence de groupes identitaires d'extrême droite à Lyon. Mais la mairie de Lyon n'a pas de compétences ni pour interdire un groupuscule, ni en termes de police euh, pour suivre particulièrement ces groupes-là. Enfin, donc en fait, à un moment donné, on se heurte à ce que peut réellement faire une collectivité. Et donc l'accuser de ne rien faire ou d'avoir laissé faire, c'est à mon sens assez déloyal en fait, parce que il sait très bien que la mairie en vrai n'a pas beaucoup de prise là-dessus. Mm, mm. Euh, Et l'autre aspect, l'autre conséquence peut-être notable quand même, c'est, mais comme au niveau national, c'est que ça a été aussitôt utilisé évidemment pour essayer euh, de découpler encore plus euh, les insoumis des écologistes. ouais, des insoumis qui se présentent une liste Euh, séparée, comme dans beaucoup de villes d'ailleurs, à Lyon. Mm. voilà, exactement. Et à Lyon, la candidate insoumise pour la ville de Lyon, donc Anaïs Belwassa-Chérifi, qui est une députée, qui a été élue députée en 2024 du centre de Lyon, euh, elle a des désaccords avec la politique écologiste, mais disons dans un second tour, en cas de d'alliance à faire second tour, c'est des alliés tout à fait naturels. Je veux dire, il n'y a pas Mm. localement, quand vous discutez avec les militants, ou avec le personnel politique, c'est des gens qui ont travaillé ensemble, qui ne sont pas complètement déconnectés quoi l'un de l'autre. Donc leur alliance, elle est assez naturelle. Naturellement. Mm. Mais la mort de Quentin Derenque vient sert aussi de, euh, de coin, comme on dit quand on le coin pour couper un arbre, Ouais. pour voilà essayer d'enfoncer le coin entre les deux et de les faire se séparer, parce que en fait, ce qui se joue, c'est que la droite et Jean-Michel Aulas préparent le second tour en fait, Mm. et préparent cette idée que voter pour Grégory Doucet, ça serait voter pour la France insoumise, ce qui est vu comme un épouvantail potentiel pour voilà une partie de l'électorat local. Ce qui reste à démontrer, parce que c'est pas dit que ça soit effectivement le cas dans les urnes. Mm, mm, mm. Oui, puis on voit que rapidement, là, c'est surtout le match Doucet Aulas dont on a parlé, mais en même temps, ça correspond un petit peu à ce qui semble être le rapport de force actuel. Il y a quand même quelques autres candidatures. On a parlé de LFI, mais il y a aussi l'extrême droite qui est présente. Je crois que c'est un candidat UDR, si je dis pas de C'est bêtises. ça, UDR, donc un candidat ciotiste, Ciotiste. mais qui en fait forme un tandem. Enfin, il est soutenu par le Rassemblement national et il forme un tandem avec la candidate du Rassemblement national à la métropole, qui est Tiffany Joncourt, qui est une députée également élue en 2024, et le candidat de Lyon, donc s'appelle Alexandre Dupalais. C'est quelqu'un qui voilà était un ancien des Républicains, qui est parti dans les bagages d'Éric Ciotti au moment de la scission récente, et qui s'était présenté aux législatives dans une circonscription au sud de Lyon, du côté de Givors, qui était vue comme une circonscription gagnable. Et bon, il ne l'a pas gagné, malgré voilà le soutien de Marion Maréchal. Moi, je me souviens être allé au meeting de Marion Maréchal, qui était venu le soutenir pendant les législatives. Euh, voilà, bon, c'est une extrême droite, disons, un peu plus notabilisée en fait, Mm. l'UDR, qui correspond peut-être un peu mieux à l'électorat lyonnais de centre-ville, qui est traditionnellement, on va dire, peut-être plutôt catholique, un peu plus
bourgeois aussi Bah, que d'autres électorats du RN ailleurs. pour faire une comparaison juste Euh, rapidement pour le chat, on retrouve des choses qu'on voit aussi à Paris avec une bourgeoisie qui va pas voter forcément pour le Rassemblement national, mais on va retrouver des survotes pour Zemmour à la présidentielle, par exemple. C'est le cas dans certains quartiers de Lyon, comme c'est le cas dans certains quartiers de Paris. Donc effectivement, ça peut être un peu plus bankable pour cet électorat-là qui refuse un peu de voter RN. ouais, ouais. Et alors bon, le problème, c'est que c'est vrai que on dit voilà les principaux candidats. Il faut bien garder en tête quand même qu'on se base sur des sondages. Tout à fait. Enfin, on se base. Nous, à Médiacité, on essaye de pas les relayer ces sondages-là, parce que déjà on connaît tout le problème avec les sondages au niveau national, mais c'est encore plus vrai au niveau local. C'est-à-dire qu'en fait, on a des sondages qui se basent sur des échantillons de parfois 500 personnes. Sur ces 500 personnes, il y en a que 400 ou 350 qui sont sûrs d'aller voter, et on tire des statistiques à partir de ça. Donc, il y a des marges d'erreur très importantes, beaucoup plus importantes qu'au niveau national. Hmm. Donc, quand on dit, en fait, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on ait un sondage qui met Jean-Michel Aulas à 45% au premier tour. Donc, ce qui rend presque sa victoire au premier tour possible. Hein. C'est quand Hmm. même ça qu'il faut garder en tête. Les écologistes à 30, enfin voilà, 30 et quelques, trentaine de pourcents. Et puis voilà, LFI et le RN, en gros, enfin LFI et l'extrême droite, autour de 10% chacun. Alors, est-ce que c'est plus que 10? Est-ce que c'est moins de 10? Parce qu'évidemment, C'est 10, le c'est palier le du seuil second à tour. partir duquel on peut se maintenir au second tour. Donc, c'est crucial. Mais c'est vrai que ça a été la grande réussite de Jean-Michel Aulas, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde le présente comme le favori de l'élection, sur la seule base de ces sondages-là, qui sont très imparfaits. En Hmm. fait. Donc, faut quand même garder ça en tête. Et la grande question, c'est effectivement si l'écart au premier tour est un petit peu moins important, si on a un Grégory Doucet à 32% et un Aulas à 40, que il y a la France Insoumise qui a peut-être fait 10%, bon bah évidemment là tout de suite, ça va peut-être pas être tout à fait le même rapport de force Hmm. second tour. Donc voilà, faut pas enterrer non plus le truc trop vite, quoi. Hmm, hmm, hmm. Il nous reste un peu plus d'une vingtaine de minutes, donc je propose qu'on passe à la question de la métropole, parce qu'on l'a pas mal évoqué depuis le début de Oui. l'entretien. C'est vrai que à Lyon, il y a quand même cette particularité du fonctionnement de la métropole qui est unique en France, hein, depuis 2015, qui est détaché du département du Rhône, avec donc les Lyonnaises et les Lyonnais qui auront à cette municipale trois différentes listes pour le vote avec la réforme PLM. Donc le vote pour le maire d'arrondissement, le vote pour la mairie centrale et donc le vote pour cette métropole. Est-ce que tu peux expliquer un peu déjà ce que c'est que ce machin administratif qui a été voulu par Gérard Collomb et comment ça fonctionne avec quelles compétences? Ouais. Alors c'est un machin qui a été voulu par Gérard Collomb et aussi par Michel Mercier, qui était le président du département du Rhône, euh, de droite, hein, donc anciennement UMP puis Républicain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir de 2015, avec cette loi, qui est une loi en fait unique, qui a été taillée sur mesure pour Lyon, hein, ce qui était jusqu'à présent une communauté de communes, hein, en fait, on appelait ça la Courlie, d'ailleurs, le Grand Lyon, Grand Lyon, ouais. euh, a repris sur son territoire les compétences du département. C'est-à-dire qu'en fait, on élit, nous, ici, des conseillers métropolitains qui sont à la fois des super conseillers d'intercommunalité et à la fois des super conseillers départementaux en quelque sorte. Ce qui fait que la métropole a à la fois des compétences en matière voilà de choses qui relèvent de la communauté de communes, on va dire assez classiquement, hein, voilà l'eau, les réseaux d'eau, l'assainissement, ce genre de choses peut-être, un peu le développement économique, et puis des choses qui relèvent du département, qui sont majoritairement tout ce qui concerne le volet social. Euh, la métropole de Lyon, c'est un budget de 4 milliards d'euros. Il y a quand même 1 milliard d'euros qui est l'action sociale en fait de la métropole. Gère les aides personnes handicapées, les vieillesses, les mineurs isolés, enfin pardon, la protection de l'enfance. Enfin, voilà, il y a un énorme volet politique social. Et puis ils ont voilà des compétences assez élargies en matière d'aménagement du territoire. Et l'idée c'était quoi? C'était de dire bah il faut un pouvoir très fort pour faire bouger un territoire gros comme la métropole de Lyon, qui fait 1,5 million d'habitants, qui est composé de 58 communes.
Et c'est quand même plus facile de mettre d'accord 58 communes quand on a un gros bâton pour leur taper dessus que quand on est juste une sorte d'assemblée de maires où parfois c'est compliqué de se mettre d'accord, quoi. Et donc ça, c'est assez majeur parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de compétences qui sont au cœur de la campagne, qui relèvent davantage de la métropole. Les transports, ça Mm. relève en très très grande partie de la métropole de Lyon, qui gère le Citral, hein, l'opérateur, le syndicat des transports en commun lyonnais. Les logements, le logement, ça relève en très grande partie de la métropole aussi. L'action sociale, on l'a dit, le développement économique dans une certaine mesure. Voilà. Et en fait, ça, c'est des thématiques. Euh, Qu'est-ce qui reste finalement aux communes comme levier vraiment un peu propre? C'est éventuellement tout ce qui relève de la sécurité, en gros police municipale, caméras de surveillance, actions de prévention sur le local. Mm. Il va leur rester aussi des petits aménagements urbains. Ouais, l'urbanisme, on nous dit dans euh, le chat, c'est ça? voilà. Il va leur rester aussi voilà tout ce qui relève de l'éducation, enfin, de l'école, des crèches, de la petite enfance. Ça, c'est quand même des enjeux assez majeurs. Mais par exemple, voilà, la métropole gère aussi les collèges euh, Mm. sur le territoire. Donc c'est pour vous dire son importance. Et donc effectivement, c'est un peu une bizarrerie locale. Nous, les Lyonnais, alors je dis vraiment les habitants de Lyon, hein, vont voter 3 fois. Ils vont voter une fois pour leur mairie d'arrondissement, une fois pour leur maire et une fois pour la métropole. Et dans le reste, si j'enlève Lyon, comment se déroule le scrutin métropolitain? En fait, on a des circonscriptions, un peu comme on peut en avoir législative. Et dans chacune de ces circonscriptions, donc on a découpé le territoire de la métropole en Je crois que c'est 10 14. territoires, 14, Ouais. pardon, oui, 14 territoires. Et dans chaque territoire, il y a des listes, quoi. Avec un chose importante à garder en tête, c'est que il y a une sorte de prime majoritaire Mais comme au conseil municipaux, quoi. sur chaque circonscription. Autrement dit, pour remporter la métropole, il faut pas forcément avoir le plus de voix à l'échelle de la métropole. Mm. Donc, vous pouvez gagner la métropole en étant minoritaire en voix, mais en étant très fort dans certaines circonscriptions, et donc envoyer plus de monde au conseil de la métropole qui compte 150 conseillers. Sachant que sur ces 150, quand même, il y en a une cinquantaine qui vient de la ville de Lyon. Donc, le poids de la ville de Lyon reste quand même important dans tout ça, quoi. Mm, mm. Ce qui Voilà, correspond, je je sais crois, à pas peu si près. j'étais clair, c'est un petit peu plus technique, mais Mais ce qui correspond à peu près au poids de la population pour Lyon, si je me trompe pas sur oui, c'est le- ça, 500 Mm. 000 sur 1,5 million, en gros, hein, Mm. à peu Et donc près, dans l'ordre de actuellement, cette grandeur. métropole-là, elle est dirigée donc par les écolos, hein, qui l'ont emportée en même temps que la mairie en 2020. Mais il y a des enjeux politiques aussi sur cette métropole, avec des rapports de force qui sont différents de ceux qu'on retrouve à Lyon. Ouais. On a beaucoup de petites communes, notamment dans l'Ouest, de droite. On a quand même un vote extrême droite qui Et dans existe, l'Est. qui n'existe pas ou très peu à Lyon, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Lyon n'est pas une ville qui vote beaucoup à l'extrême droite. Donc, on t'a parlé notamment de Tiffany Joncourt, qui est quand même une personne qui a une position assez particulière au sein du RN, puisqu'elle est mariée à un militant identitaire qui, elle, se présente en tête de liste. Donc, il y a quand même des enjeux d'équilibre des pouvoirs qui sont un petit peu différents de la seule ville de Lyon dans cette élection. Ouais. D'ailleurs, c'est un mariage qu'on a révélé, nous, à Médiacité, ce qui Mm. nous a valu d'être totalement blacklisté de tout événement du RN depuis. Bon, c'est pas qu'on court pas après les meetings du RN, mais quand même. Oui, alors, en fait, ce qui se passe dans la métropole de Lyon, c'est que, en gros, il y a un peu Lyon et Villeurbanne et tout ce qu'il y a autour, quoi. Ouais. Lyon et Villeurbanne, aujourd'hui, sont des villes gérées par la gauche. Villeurbanne et Lyon dans le cadre d'union de la gauche, en fait, hein, Ouais, ouais. dans lesquelles, en fait, même s'il y a eu des petites sorties en cours de route, l'union est assez large et intègre des élus de la France insoumise. Euh, Villeurbanne, c'est très notable. Euh, et par contre, autour, depuis 2020 et même depuis 2014, en fait, on a eu tout un tas de communes, notamment à l'est de Lyon, au nord et à l'est de Lyon, qui étaient jusqu'à présent historiquement des communes de gauche, voire communistes, qui sont passées à droite, en fait. Mm. Et aujourd'hui, on a une ceinture bleue, en fait, un petit peu autour de Lyon, qui est constituée plutôt de maires, les Républicains,
Donc voilà, Saint-Priest, Rieux, Dessines, Oullins, enfin voilà, on peut en prendre tout un paquet, et qui sont pas que des communes de l'ouest lyonnais plutôt aisées, c'est aussi des communes de l'est, parce que à Lyon il y a vraiment ce clivage ouest-est. Hein. Mmh. Avec l'Ouest L'est est plutôt aisé, et l'Est plus voilà, l'ouest est populaire, un quoi. peu plus fortuné et l'est est plutôt des communes avec un électorat plus populaire. Euh, mais ces villes de droite, bah, forcément, pèsent fortement dans un scrutin métropolitain. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que les têtes de liste pour la métropole, c'est aussi le maire de la grosse ville du coin. Le maire de Saint-Priest va drainer tout son électorat de son côté. Le maire de Rieux, pareil. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un score assez important de la droite. Et effectivement, la particularité, c'est que le RN, qui est jusqu'à présent absent, hein, faut bien comprendre ça, c'est qu'il n'y a pas d'élu RN, ni à la ville de Lyon, ni à la métropole de Lyon, Mmh. aujourd'hui. Là, très probablement, ils vont en envoyer, alors je sais pas combien, mais plusieurs, ça c'est une certitude, parce que quand on projette un petit peu les résultats des dernières législatives sur certaines circonscriptions, notamment de l'Est, justement là où a été élu Tiffany Joncourt comme Mmh. députée, voilà, on est, il y a certaines communes où ils ont réalisé 50% des voix aux dernières législatives. Donc en fait, on voit bien que ils vont peser assez fortement, pas assez pour prendre la métropole, ça c'est assez clair, mais assez pour, par contre pour envoyer peut-être voilà 20 personnes là où ils en avaient zéro. Mmh. Ouais, donc il y a cet enjeu-là, effectivement, vélocipédiste dans le chat qui parle de la Circo, Porte des Alpes, un peu les villes un peu pavillonnaires, un peu plus populaires, classe moyenne, qui votent plutôt Ouais, RN aux dernières élections législatives. bah ouais, ça fait partie des circonscriptions effectivement qui sont alors gagnables ou en tout cas où ils peuvent réaliser une percée importante. Euh, Après, il y a toujours un peu des enjeux. C'est compliqué parce qu'il y a à la fois des enjeux ville par ville et puis l'enjeu global de la métropole. Mmh. Euh, Par exemple, si je prends une autre ville, la ville de Vénissieux, par exemple, Mmh. qui est la dernière commune gérée par le PCF euh, ici. Ouais. Euh, De tout le département du Rhône, hein, Même de tout le métropole et département, département, oui. oui. Et puis, je me demande même si c'est pas loin même d'être dans la région. Mais enfin, il y a encore quelques villes, je crois, du côté de Grenoble notamment. Mais en tout cas, c'est une ville importante, Vénissieux. On a 60 000 habitants à peu Ouais, près. 70 000 même, je crois. C'est le bastion. Ça fait 80 ans, puis l'après-guerre, hein, que le PC, même avant la guerre, que le PC gère cette ville. Là, ce qui peut se passer, c'est plutôt éventuellement une bascule du côté des LFI. Mmh. Euh, c'est pas du tout sûr, hein, mais disons qu'il y a cet enjeu-là à l'échelle de Vénissieux, mais ce qui n'empêche pas que la circonscription métropolitaine dans laquelle se trouve Vénissieux puisse, elle, basculer à l'extrême droite. Et donc c'est là où il faut un peu faire dans la dentelle quand on analyse les choses, parce que c'est pas aussi simple que là c'est un bastion rouge, là c'est un bastion bleu ou marron, quoi. Mmh. Ouais. Et justement, c'est bien que tu parles de Vénissieux, parce qu'on peut peut-être revenir sur quelques communes. Tu me disais, quand on préparait l'émission, que vous prépariez un sujet sur trois communes importantes autour de Lyon, donc Villeurbanne, Vaux-en-Velin et Vénissieux. Ouais. Villeurbanne, c'est une commune qui est très très grande, hein, pour celles et ceux qui connaissent pas. C'est au-dessus de 120 000 habitants. C'est une des communes de banlieue les plus grandes de France. Je crois que c'était la plus grande jusqu'à la fusion Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, même en comptant la région parisienne. Vénissieux, tu en as parlé, 70 000 habitants. Vaux-en-Velin, pareil, des communes assez populaires. Là, on a plutôt des enjeux au niveau de la gauche, en fait, dans ces communes-là, pendant ces élections municipales qui sont Ouais. aussi importantes. Ça représente quand même pas mal de Ouais. monde. Alors, Villeurbanne, c'est une des 10, 12, 15 premières villes de France. Hein, il faut Mmh. quand même le garder en tête. C'est la banlieue de Lyon, certes, mais c'est quand même 160 000 habitants. 160 000. En plus, c'est une ville qui est en très forte progression démographique. Alors, les Lyonnais disent que c'est le 10e arrondissement de Lyon, ce qui ne plaît pas du tout aux On Villeurbanais. a, on a eu l'engueulade dans le chat. Voilà. En fait, à Villeurbanne, c'est un bastion socialiste très longue date. On a donc cette ville qui est gérée par une union de la gauche depuis 2020. Ce qui se passe, c'est qu'il y a l'ancien maire socialiste qui était sur une ligne plus centriste en fait, hein, Jean-Paul Brett, qui se représente à nouveau. En fait, il avait adoubé un petit peu l'actuel maire qui est Cédric Van Stevendel. Et puis finalement, ça lui convient pas trop. Ils sont plus sur la même ligne, et donc il revient dans le jeu et il peut espérer faire voilà 15, 20
20%, je sais pas, donc ce qui est loin d'être négligeable. On a aussi un candidat insoumis qui peut faire un gros score, hein, qui s'appelle Mathieu Garabédian, qui est actuellement dans l'exécutif du maire socialiste. C'est-à-dire qu'en Mm. fait, tous ces gens-là gouvernent la ville ensemble, mais les municipales, ça sert aussi à ça sert à se compter, en fait, tout simplement. Les insoumis aimeraient bien se compter à Villeurbanne, parce que c'est quand même une grosse ville pour eux, euh, sachant qu'il y a très peu de risques que ces divisions fassent basculer la ville à droite. La droite à Mm. Villeurbanne est quasi inexistante et l'extrême droite encore plus. Par contre, il y a d'autres enjeux à Vaux-en-Velin. Alors, Vaux-en-Velin, c'est intéressant parce que c'est une ancienne ville communiste qui a été reprise par la droite en 2014. Par la Pardon. droite, pardon. Par Hélène Geoffroy, qui est Du du Parti Parti socialiste. socialiste. Mais, bon, c'est un petit lapsus. Mais Hélène Geoffroy n'est pas de droite, mais elle est Parti socialiste tendance Hollande. Elle est farouchement opposée à toute alliance avec la France insoumise. Et dans cette ville, LFI réalise des très gros scores. Ils ont fait élire un député qui s'appelle Abdelkader Lamar aux dernières élections, qui est un député qui est issu de toute une histoire à partir des années 90 de mouvements citoyens dans les quartiers populaires. On a cité à Vaux-en-Velin emblématique qui s'appelle le Mas du Taureau. Puis les émeutes de Vaux-en-Velin ont été parmi les premières à un peu marquer l'histoire des revendications et des mouvements euh, de contestation dans les banlieues françaises. Donc il y a toute cette culture-là et qui est plutôt favorable à LFI en fait. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à mobiliser suffisamment pour faire sortir Hélène Geoffroy, qui par ailleurs est alliée des écologistes à l'échelle de la métropole, Mm. euh, qui est non seulement alliée, mais même d'ailleurs qui est dans l'exécutif de la métropole. Euh, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a il y a des enjeux dans l'enjeu, quoi. La métropole de Lyon, on peut s'allier. Par contre, à Vaux-en-Velin, on se tape dessus, quoi. Euh, les écologistes, d'ailleurs, de Vaux-en-Velin sont, pour certains, sur une ligne assez hostile à la maire socialiste actuelle, alors ils sont dans le même exécutif à la métropole, Mm. ce qui génère d'ailleurs pas mal de tensions. Il y a même l'opposant écologiste de Vaux-en-Velin qui avait été un petit peu sanctionné par le parti, par les Verts, parce qu'il tapait un peu trop fort sur la mer, en fait. Hein. Alors, peut-être aussi avec des propos un peu trop outranciers, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même ces considérations-là qui sont importantes. Donc voilà, Vaux-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux, c'est trois villes où il peut se passer des choses assez intéressantes. Mm, mm, mm. Puis qui représente une bonne partie avec Lyon de la population de la métropole. Je pense que si on compte ces trois villes Bien et sûr, Lyon, on est ouais. sur la moitié, je pense, de la population de l'agglomération. Peut-être il nous reste 2-3 minutes. Peut-être terminer sur un sujet peut-être un peu plus social dont on n'a pas eu le temps d'en parler avant, mais c'est pas grave, j'ai le temps d'y revenir. C'est la question qui est très étudiée, très scrutée à Lyon. C'est la question des mineurs non accompagnés, la question des familles sans abri. Il y a des associations, notamment une qui s'appelle Jamais sans toi, qui se mobilise depuis de nombreuses années autour Ouais. de ça. Cette question des personnes qui se retrouvent à la rue. Je crois qu'il y a une partie des compétences, c'est la métropole, une autre partie c'est l'État, une partie c'est la mairie, donc il y a une espèce de complexité autour de ça, mais il y avait aussi un enjeu pour les écolos d'essayer de supprimer ce phénomène de personnes qui se retrouvent sans abri. Et là, c'est plutôt une critique qui vient plutôt de leur gauche, que j'ai pu lire et entendre ça et là, que en fait, il y a toujours des gens à la rue à Lyon, il y a toujours des familles à la rue, des mineurs non accompagnés. Ouais. Comment toi, tu analyses cette situation-là? Ouais, ça c'est un peu un des gros sujets de discorde à gauche. Hein, et en fait, dès le début du mandat, dès 2020, je me souviens, le soir de l'élection des écologistes, il y avait eu un collectif, enfin des militants pour le droit au logement, qui étaient venus mettre une banderole en disant maintenant bougez-vous sur le sans-abrisme et sur les enfants à la rue. Effectivement, à Lyon, le Jamais sans toi, ça fait à peu près 10 ans. Nous, on a fait le calcul en une dizaine d'années à peu près. Ils ont Jamais sans toi. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent avec des enseignants d'école primaire et ils logent des gamins et des familles qui ont pas d'hébergement dans ces écoles. Euh, en 10 ans, ils en ont logé plus de 1000 Mm. dans ces écoles qui sont devenues en fait un maillon quasiment institutionnalisé de l'hébergement d'urgence à Lyon, alors que ça n'entre dans aucune
une case, quoi. Je veux dire, enfin, Mm. ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est toléré en fait par la ville de Lyon parce qu'ils voient bien que en fait, c'est pas d'autre solution. Euh, ce qui se passe, c'est que les écologistes et leurs alliés de gauche ont entamé un bras de fer en fait avec l'État en leur disant c'est vous qui êtes chargés de faire appliquer en fait le droit au logement qui est un droit fondamental dans notre République et vous ne le faites pas et Mm. donc du coup tout le mandat a été fait émaillé de coups de pression. Par exemple, à un moment donné, il y a 2 ans, euh, il y a eu une salve de remise à la rue de femmes avec des très jeunes enfants. Quand je dis des très jeunes enfants, c'est des bébés de Mm. quelques jours, d'accord, des femmes qui étaient dans un dispositif d'hébergement euh, fait par la métropole, parce que la métropole a la compétence quand ce sont des femmes et des enfants de moins de de moins de 3 ans. Enfin, il y a tout Oui, il y a une un gradation qui fait critère que bien c'est pas les précis. mêmes personnes qui sont Voilà, responsables à chaque fois. Ouais. voilà. Et en fait, il y a eu une série de remises à la rue de femmes qui sortaient de la maternité. Hein. Et ça a suscité un scandale chez tous les collectifs et associations qui viennent en aide aux sans-abri. Et la métropole l'a un peu justifié en disant mais en fait c'est aussi pour à un moment donné mettre l'État face à ses responsabilités. Bon, ils ont un petit peu rétro-pédalé parce qu'ils ont bien vu que c'était difficilement tenable. On peut pas euh, voilà avoir ce levier-là. On parle Oui. de famille à la rue en attendant. Mais il y a eu aussi des procédures qui sont en cours devant la justice administrative pour attaquer la préfecture, l'État, et les forcer en fait à, 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 voilà, à répondre aux besoins en hébergement. Mm. Là où après on est un peu coincé, c'est que l'État ne le fait pas, les communes et la métropole essayent de bricoler des choses. Mm. Par exemple, y compris, ils ont soutenu une initiative assez intéressante qui, est en, qui se déroule depuis l'automne dernier, où on prend une approche humanitaire. En fait, c'est quasiment des gens qui viennent plutôt du monde des ONG qui ont l'habitude d'intervenir à l'étranger, qui ont appliqué un petit peu leur même méthode pour essayer de loger en quelques mois 200 personnes dans voilà des logements de bailleurs sociaux qui étaient temporairement vacants, ce genre de choses. Mm. Mais tout ça, c'est un peu du bricolage qui est pas tout à fait pérenne en attendant que ça soit réglé au niveau plutôt national. Et en attendant, forcément, ça suscite tout un tas de tensions parce que quand la mairie de Lyon expulse des gens qui sont dans un squat, Mm. un campement dans un parc de la ville de Lyon, ils le font parce que pour des motifs de sécurité dans l'espace public. Et ce qui est aussi entendable, c'est que quand vous avez un camp qui est complètement insalubre, qui peut pas fonctionner, qui est même parfois en train d'être bouffé par des dérives mafieuses, où vous avez des gens qui font payer euh, la tente à la nuit dans une tente Mm. aux personnes précaires qui sont dedans. Bon, bah, à un moment, c'est vrai que ça crée un trouble et ça crée un problème qu'il faut attaquer. Mais du coup, forcément, comme il n'y a pas derrière de solution euh, systématique pour les gens qui sont dans ces camps ou dans ces squats, euh, immédiatement, les associations, les militants euh, rejettent la faute sur les collectivités locales, puisque ce sont elles qui, à la fin, prennent quand même la décision d'aller devant la justice demander une expulsion. Mm. Donc voilà, on est vraiment sur ce clivage-là. Là où, alors, par contre, Jean-Michel Aulas, par exemple, pour revenir à lui, ne en fait, lui, c'est simple, c'est qu'il ne traite pas le sujet, quasiment. Oui. En gros, Comme beaucoup d'autres. lui, il dit il faut faire respecter le droit. Personne n'a jamais dit le contraire, mais justement, précisément, le droit à l'hébergement, il n'est pas respecté. Si on peut éviter que ça attire trop de monde, s'il faut fermer les écoles pour pas que Lyon soit toujours dans cette théorie de l'appel d'air, hein, c'est ça un peu le grand fantasme de la droite en fait. Hein. Ouais. Si on Et fait venir ben des gens peut-être vont venir. que Ouais. on n'accueillura plus d'enfants dans les écoles. Mais il n'est pas très clair, quoi. On ne sait pas Mm. s'il veut le jour de son arrivée dire stop, il n'y a plus de gamins dans les écoles, mais il y en a 300 qui ont dormi cet hiver dans les écoles de Lyon. Qu'est-ce qu'on fait Ou s'il veut voilà, continuer les subventions aux différentes associations qui travaillent sur ces sujets. Est-ce qu'il compte mettre la pression sur l'État sur cette thématique.
grand mystère et ça reflète un petit peu tout le flou du programme OLAS d'ailleurs, qui, je finirai là-dessus, mais qui est dans une espèce d'incantation un peu permanente, en disant: «Ce qui compte d'abord, c'est, le dialogue, c'est la concertation. Il faut, heu, utiliser les compétences de tout le monde, mettre tout le monde autour de la table et puis de ce tour de table sortira par miracle, en fait, une solution, heu, pragmatique et facile à mettre en œuvre, qui en plus ne coûte rien», parce que c'est ça, hein, son programme, Oui. dans toutes les lignes de son programme, c'est écrit, D'ailleurs, coût négligeable, j'ai partagé dans le chat voilà tout, l'article que vous ouais, avez écrit sur le chiffrage voilà. flou et incomplet du programme de Jean-Michel Aulas, si ça intéresse les gens. Et voilà, et c'est un petit peu ça enfin, l'analyse qui ressort là pour l'instant de ce qu'est Jean-Michel Aulas et de ce qu'il représente. Il représente une forme de libéralisme assez classique, mais en plus, qui est vraiment dans une sorte de, ouais, d'incantation, d'appel à un supposé bon sens, qui aurait été perdu sous les écologistes et qu'il s'agirait de retrouver. Or, une politique publique, une action politique locale, elle se base pas sur du bon sens, elle se base sur des actes concrets, quoi. Mmh. Eh ben, il est pile 11 heures, c'est incroyable. Merci beaucoup à toi, Mathieu. J'espère que ça vous aura intéressé dans le chat. Je rappelle, Mathieu Péris, tu es journaliste indépendant, notamment pour Médiacité, hein. C'est essentiellement dans Médiacité que tu écris sur les municipales à Lyon. Vous pouvez retrouver tous les articles de Mathieu et des collègues de Médiacité Lyon sur le site. D'ailleurs, Médiacité Lyon, qui est un média partenaire de Mediapart, je ne l'ai pas dit au début. J'espère que YouTube va pas On est me les sanctionner cousins de province. pour pas YouTube va pas me sanctionner pour placement de produits non signalés. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi. J'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve, nous, dans 5 minutes, juste après une petite pause pour la revue de presse. Et dans 2 semaines Merci à pour tous. une nouvelle émission sur les municipales. Allez, petite pause.